Moi, pour ma part, j'ai été élevé dans le respect de la nature et de l'environnement, mais c'est vrai que je ne sais pas trop de quelle manière je l'enseignerais à mon enfant. Le dérèglement climatique, j'ai grandi avec. Depuis tout petit, j'en entends parler, mais je n'en avais pas vraiment conscience, en fait. C'est quelque chose qui était normal, quoi, comme la Terre est ronde. Pour moi, c'était acquis, c'était comme ça, pour basta. J'ai 30 ans. Quand j'étais déjà petite, j'entendais parler de certaines choses, donc ça m'angoissait assez fortement. Mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, je préférais, je pense, être dans le déni. On a commencé par parler de réchauffement climatique, après j'ai entendu changement climatique, après dérèglement climatique, et moi j'aimerais bien dire maintenant bouleversement climatique parce que les choses s'accélèrent. Quelles sont les causes de ce bouleversement climatique? Les causes, c'est le fait qu'il y a une augmentation des gaz à effet de serre. Il y a toujours eu du CO2 et des gaz à effet de serre, heureusement. Une Terre sans effet de serre, ça veut dire qu'il ferait moins 18 degrés. Un peu partout. Donc avec un effet de serre, c'est 14 degrés, bon, c'est pas si mal. Sauf que là, on augmente la quantité de gaz à effet de serre due aux activités humaines, et on l'augmente de plusieurs façons. On l'augmente parce qu'on pollue, pour simplifier, et on l'augmente parce qu'on déforeste. C'est-à-dire qu'on enlève des puits de carbone. C'est pour ça. Donc on se retrouve avec plus de CO2, et donc on a un budget énergie qui augmente. C'est-à-dire qu'il y a de la chaleur qui s'accumule dans notre système climatique. Et il va devoir réagir pour retourner un équilibre. Mais retourner un équilibre, pour lui, ça veut dire en 2100, si rien n'est fait, plus 4, plus 5 degrés. Voilà. Est-ce que tu as conscience du dérèglement climatique dans le monde? Oui, un petit peu. Je trouve que de nos jours, c'est très catastrophique par la pollution, surtout qu'on a des moyens contre ça et qu'on pourrait les utiliser, mais on les utilise pas. C'est dommage parce que nous, on a connu un monde à peu près stable. Et par exemple, les générations futures, elles sont peut-être dans le chaos, finalement. Et je trouve ça dommage, en fait, parce que ça empêche des projets et tout ça. La Méditerranée, elle sera particulièrement concernée par les effets du changement climatique. Il y a très nettement une augmentation des périodes de sécheresse intense. Il y a une augmentation de la fréquence des canicules. Il y a une augmentation des précipitations très importantes. Donc, il y aura des conséquences sur les écosystèmes. Il y a une augmentation du risque de feu de forêt qui va arriver. Il y aura des impacts sur notre ressource en eau, même potable, il ne faut pas se le cacher. C'est déjà le cas. Et de toute façon, il y aura des conflits d'usage. Le message est pessimiste, ça c'est sûr. Le message est pessimiste d'autant plus que pour le moment, et ça je vais insister dessus, on est toujours sur la trajectoire du scénario sans politique climatique efficace, c'est-à-dire que ce qu'on fait depuis 30 ans. Voilà. Quand j'étais petit, on habitait à Ajaccio, on montait à Bocognane, et on s'arrêtait souvent pique-niquer là, dans le champ. Bon, là, on ne peut plus parce qu'il y a un talus, et il y avait la fontaine, la mer était sèche déjà. Il n'y avait rien autour, il y avait la fontaine, bon, la route, bon, les platanes, il y en a encore quelques-uns, tant mieux. Mais voilà, c'était le début de la route pour Bocognane. Vous trouvez que c'est une atteinte au paysage Si c'était que le paysage. Ce n'est pas qu'une atteinte au paysage, c'est juste une atteinte à la santé publique, à la lucidité, à l'intelligence. C'est-à-dire que ce paysage, là, c'était des champs, c'est des champs où il y avait des brebis, où il y avait des vaches, où on pouvait faire de l'horticulture, parce que là, en plus, il y a quand même énormément d'eau. Il ne faut pas oublier qu'on est sur la nappe de Caldani, là. Hein. Donc de l'eau, il y en a à profusion. On est sur des terres alluviales où tout pousse. On jette n'importe quelle graine, ça va pousser ici. Et qu'est-ce qu'on plante? Du béton. Du béton, c'est-à-dire qu'on stérilise tout.
on stérilise tout. C'est un crime contre l'intelligence. Et c'est une énergie énorme qui est gaspillée, à la fois pour bâtir ça, pour construire ça, pour l'utiliser. Et puis ça ne va pas mener à grand-chose en plus. Pour le moment, on va sur une trajectoire pour la Corse, 3 degrés en 2050. C'est bien joli de parler de 2100, mais 2050, vous y serez, peut-être pas moi, mais vous y serez. Et donc, c'est très rapide. Et on a vu récemment, hein, ces derniers étés, les dernières années ont été très chaudes. On a eu une canicule, on a eu une sécheresse en 2017 qui est la plus importante qu'a jamais vécu la Corse en termes de surface. En 2003, on a eu une canicule qui nous a concernés. Ces épisodes caniculaires à la hauteur de 2003, il est prévu en 2050, si rien n'est fait, que ça soit des étés moyens. Donc voilà, il faudra s'adapter à ça. En fait, on a du mal à se projeter parce que ce qu'on va vivre comme climat, on peut pas l'imaginer. Mais même moi, je ne peux pas l'imaginer. Je ne sais pas ce que c'est un climat de 3 degrés. Je ne sais pas. Statistiquement, je vois, il va y avoir plus ci, plus ça, mais je ne l'ai jamais vécu, donc je ne saurais pas. Et on va me demander, et à tous, on va nous demander de le vivre dans des périodes très très courtes. Vous, à votre niveau, comment vous pouvez agir, par exemple en faisant vos courses? Déjà, quand je fais mes courses, j'essaie déjà d'éviter de prendre des produits qui sont emballés. Pas trop de produits qui viennent de l'autre bout de la terre, de préférence les circuits courts. Acheter local, ce genre de choses? Oui, les circuits courts. Sauf l'essence. Ça, c'est plus compliqué, effectivement. Dans votre consommation au quotidien, vous faites attention ou... C'est une tentative, parce que c'est quand même très difficile de ne pas produire de déchets aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut changer de vie assez radicalement, produire, consommer local. Enfin bon, je pense qu'on connaît tous les recettes pour pouvoir diminuer notre impact carbone. Sauf que ça nécessite des mutations qu'au quotidien, on n'a pas, qui sont très difficiles à accomplir au quotidien, pour chacun. Pour moi, il faut augmenter les prix de l'essence, de tout ce qui pollue en fait. Est-ce que ça risque pas de du coup réserver ces produits à une élite qui serait dans la capacité financière de se le payer, mais... Là, par exemple, on a pris l'avion, ça nous a rien coûté, presque. Donc si ça coûtait le triple, on serait sans doute pas parti. Oui, mais du coup, vous n'auriez pas profité de ce beau temps? Ouais, mais il y a un moment, si tout le monde se restreint, on y arrivera mieux. Mais là, pour 200 €, on est parti à 4. C'était bête de ne pas le faire. À cet endroit, il y avait quoi, hein? Là, tu avais une route, tu avais des champs, et tu avais 2 auberges. Ce mitage, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est une consommation d'espaces agricoles. Ça stérilise ensuite le reste, c'est-à-dire que quelqu'un qui a ses brebis, qui a l'habitude de les faire packager, qui a un parcours, ensuite il y a des constructions qui poussent de façon totalement anarchique et non... comment il fait? Il ferme, il arrête, il vend son troupeau. Quelqu'un qui a des arbres fruitiers, qui a de la vigne, qui veut les traiter, il y a des maisons qui sont implantées à 4 mètres de la limite. Comment il fait? Il ne peut plus passer le matin avec le tracteur, c'est pas possible. À 5 h du matin avec son tracteur, comment il va faire? Les châtaigniers ne sont pas brillants, hein. On voit quand même une accélération qui coïncide avec l'accélération des changements climatiques. J'ai l'impression que le CNIPS vient de donner le coup de grâce, mais ils sont déjà très malades, hein, très affaiblis. Il y a sûrement plusieurs facteurs. Bon, il y a le manque d'entretien certainement, mais c'est aussi un changement de mode de vie, hein. S'ils ne sont pas entretenus, c'est parce qu'on a abandonné totalement la production.
qu'il faudrait changer notre mode de vie tout à fait. radicalement Tout à fait. aussi pour que Tout ça à fait. change. Vous seriez prête, vous, individuellement, à changer votre tout à fait, tout à fait. Pas à l'impossible, hein, qu'on ne me demande pas de me passer de machine à laver ou de bon, mais certaines mettons, choses, ça oui. devait arriver, parce que peut-être qu'on va être contraint de justement... Oui, mais enfin bon, à mon âge, recommencer à faire les lessives à la main, là, j'aurai un peu de mal. Je brûle moins dehors maintenant. Avant, je brûlais mes déchets. Maintenant, je les porte à la capa. Voilà. Oui, je fais quand même le déplacement, oui. Oui. Je fais un effort, c'est normal. Hein. Bon, avant, je brûlais dans le jardin et puis voilà. Je ne me posais pas de questions. Maintenant, je coupe, j'emmène à la capa. Mais bon, ça fait marcher la voiture encore. C'est toujours pareil. Hein. L'adaptation, elle est intéressante, mais elle est difficile, parce que c'est une adaptation qui doit être dynamique, en fait. C'est-à-dire qu'elle doit être valable pour maintenant et valable pour gérer les incertitudes, parce que bon, il y a quand même des incertitudes dans la prévision de température, et gérer les prochains problèmes qu'il y aura en 2050, par exemple. Mais l'adaptation, il faut se méfier, parce qu'on a toujours tendance à vouloir être dans le même paradigme, c'est-à-dire on fait du lourd, on fait du hard, c'est-à-dire on construit, on met de la clim, etc. Mais vous comprenez bien que, par exemple, si vous mettez de la clim sur Ajaccio, des climatiseurs, ça sera confortable à l'intérieur, il fera encore plus chaud à l'extérieur parce que la climatisation rejette de la chaleur derrière. Ça veut dire qu'il y aura un problème d'énergie. L'énergie en Corse, c'est les centrales thermiques, mais c'est aussi les barrages hydrauliques. Ça veut dire que les barrages hydrauliques, là, on tombe dans un conflit d'usage. Ils doivent servir ici à l'eau potable, à l'irrigation et éventuellement à l'énergie. Vous voyez, tout ça, ça s'articule. C'est pour ça que l'adaptation, elle doit être transversale, en fait. Il faut mêler tout un tas de compétences. On pourrait réinvestir les villages, justement, plutôt que d'aller dans ce sens. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, moi, je vous renvoie la question. On peut investir les villages, mais qu'est-ce qu'on y fera ? La nature a un peu de mal à se régénérer. Pas partout. Pas partout. Mais là, c'était bien reparti, puis tac, ça brûle encore. Oui, il y a des territoires qui sont laissés à l'abandon. Mais là, ça se voit. On va dire. Pas besoin d'aller voir très très loin. Bon, un territoire abandonné, c'est un territoire qui ne produit plus rien. En fin de compte, des territoires sauvages, il n'y en a pas. Très peu. Là, il y a une activité humaine partout. Et il y a des traces d'activité humaine partout. Là, en face, même dans ces rochers. Hein. Même dans ces rochers, même en haut de ces montagnes. Bon, là-bas, au fond, il y a le Monte d'Or. Bon, le Monte d'Or, il y a des brebis, il y a des chèvres qui montent jusqu'en haut. Hein. Le Miliaride, à Venoz, le plateau d'Avenoz. À Venoz, c'est-à-dire l'endroit où il y a du foin. C'est à 2000 mètres d'altitude. Ça montre à quel point c'est utile. Bon, etc., etc. Donc là, partout. Toutes ces zones-là ont été à un moment exploitées, et jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Elles sont abandonnées à partir du moment où elles sont plus exploitées. Bon, là, on passe plus. Là, par exemple, là, il y a un sentier qui descend à Tavire. Un sentier qui descend à Tavire, il doit être nettoyé. Mais là, je suis persuadé que quand il y avait des troupeaux, des ronces et de la bruyère à cette hauteur, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on est passé d'un espace productif, même faiblement productif, à un espace hostile. Ce qui est particulier par rapport à d'autres régions, c'est que la coupure a été très très brutale, c'est-à-dire dans l'espace d'une génération, on est passé d'un monde à un autre. Ailleurs, c'était plus progressif. Et en même temps, c'est peut-être une chance. C'est peut-être une chance parce qu'on a encore le souvenir de pratiques qui peuvent nous sembler vertueuses. Moi, je ne voudrais pas faire de jugement de valeur, ce comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, il me semble que la solidarité, c'est une pratique vertueuse. L'entraide, c'est une pratique vertueuse. La réflexion commune qu'on peut avoir sur un territoire, c'est aussi une pratique vertueuse. Et que face à ce qui va nous tomber sur la tête, peut-être que c'est là qu'on va trouver les moyens de lutte et de réagir. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais enfin, on va pouvoir essayer à partir de ce genre de choses-là. C'est pas en poussant nos caddies sur le parking d'un supermarché.
Le message à faire passer, c'est ça. C'est qu'il y a une urgence climatique extrême et que même si on pense qu'on va faire face au changement climatique, je pense qu'on sous-estime les problèmes, surtout si rien n'est fait et qu'on part sur une trajectoire à 1 degré, on sous-estime les problèmes qu'on va devoir affronter dans tous les domaines. Il y aura de l'inévitable et il y a des solutions. Enfin bon, l'humanité... Enfin, il y a des enfants, je veux dire, on est obligé d'offrir un avenir aux ceux qui viennent maintenant. Je parle pas pour moi, là, mais... Enfin, sinon, c'est terrible de leur dire, voilà, c'est 6e extinction des espèces, on peut rien faire. On va vers une planète à 4 degrés, réserver une élite qui aura assez d'argent pour se protéger. On peut pas leur dire ça, quand même. Si. Vous avez vu, là? C'est au... Là, il est tout seul,